comme nombre de pays africains, a besoin de se développer. Et la question du développement implique également beaucoup de défis. Beaucoup de défis environnementaux. Se développer implique la construction des routes, la construction des infrastructures. Et également, cela impacte sur l'environnement. Comment est-ce qu'on arrive à concilier développement économique et développement durable, protéger l'environnement? Nous sommes comme ça au campus de l'université de Tchang où nous vous accueillons aujourd'hui dans le cadre de cet entretien. Nous sommes allés à la rencontre d'un jeune étudiant de la faculté des sciences juridiques et politiques de cette université. Son mémoire porte sur les questions de l'environnement. Lui, c'est Andy Sionteng-Tiofo, titulaire d'un master de recherche obtenu à l'université de Tchang. Il a travaillé sur la conciliation entre la protection de l'environnement et les objectifs du développement durable. Le développement durable en droit camerounais. D'où est-ce qu'il va pour arriver à cette thématique? Nous allons nous entretenir avec lui cet après-midi pour comprendre de plus en plus sur cette thématique. Andy, bonjour. Merci de nous accorder cette entrevue. D'accord. Vous avez travaillé sur la conciliation entre la protection de l'environnement et les objectifs de développement durable en droit camerounais. Généralement, lorsqu'on fait des recherches, cela part d'un constat, un problème. Dans votre cas, qu'est-ce qui a motivé le choix d'un tel sujet? Merci, M. Idriss. Plusieurs raisons en fait ont justifié le choix de ce sujet. Parmi ces éléments, nous avons d'abord la jeunesse du droit de l'environnement. En plus, la jeunesse du droit de l'environnement, son actualité brûlante. En plus de cette actualité, la complexité même de concilier la protection de l'environnement et les objectifs de développement durable en droit camerounais. Alors, je vais prendre le premier aspect, qui est la jeunesse du droit de l'environnement. Pourquoi la jeunesse? Pourquoi est-ce que le droit de l'environnement est jeune? Parce que il remonte tout au moins sur les préoccupations environnementales, remonte dans les années 92, où les États ont pris conscience de la nécessité d'accorder une importance particulière et un rôle accru à la protection de l'environnement. Contrairement à d'autres branches du droit, comme par exemple le droit administratif ou du moins le droit civil qui remonte dans les années 1800, on va voir que c'est en 92 que les préoccupations environnementales, ou du moins les États africains ont pris conscience de cette nécessité. De ce fait, plusieurs États africains en développement ont dû adopter cela parce que pendant longtemps, l'objectif de nombreux États était uniquement le développement. C'est-à-dire, les États se concentraient uniquement sur le développement. Et qui dit développement dit construction des routes, construction des industries. Qui dit construire des industries met en exergue l'exploitation des ressources naturelles, la destruction de la faune, de la flore, ou du moins la pollution atmosphérique dans le cas. Si on prend par exemple une industrie qui fait dans le charbon. Donc, c'est à partir de 92 avec la conférence de Rio que les États africains, ou du moins la majorité des États en développement, ont pris conscience de cette nécessité de protéger l'environnement. De ce fait, le Cameroun a pris a considéré la protection de l'environnement comme un droit fondamental, en consacrant dans le préambule de sa constitution le droit à un environnement sain. En chérissant dans le même sens la loi 4 du 5 août 1996 a consacré dans son article 2 le fait que l'environnement constitue en République du Cameroun le patrimoine commun de l'humanité. Il fait donc partie intégrante du patrimoine national. Donc c'est ainsi présenté le premier aspect de la jeunesse du droit de l'environnement. Le second aspect qui justifie en fait la jeunesse, ou du moins ce qui justifie le choix de ce thème, c'était notamment l'actualité brûlante de ce thème. En fait, la protection de l'environnement est omniprésente dans notre quotidien. Les avis divergent et le consensus est rare à ce propos. Au même moment, on demande de protéger l'environnement, au même moment, on demande de se développer. Comment concilier la protection de l'environnement et les objectifs de développement durable en droit camerounais? Les politiques environnementales sont aujourd'hui confrontées à des conflits aigus entre les parties qui, d'un côté, réclament la protection de l'environnement et de l'autre, le développement. L'harmonisation entre la protection de l'environnement et les objectifs de développement durable constitue de nos jours donc l'une des préoccupations majeures auxquelles tous les États dans le monde sont confrontés. Le droit de l'environnement, de ce fait, garantit la protection de la nature et des ressources naturelles pour les générations non seulement présentes mais également
futur. C'est le résultat d'une prise de conscience dont par les États, depuis le sommet de Rio de 1992, de la nécessité d'accorder une importance particulière et un rôle accru à la protection de l'environnement. Comment est-ce que donc le Cameroun concilie la protection de l'environnement et les objectifs de développement durable? Monsieur Udis, pour le constater, c'est à travers du moins c'est cette question qui a été à l'origine du choix de ce sujet. D'accord, en parlant de droit camerounais, dites-nous comment est-ce que ce droit camerounais concilie la protection de l'environnement et les objectifs de développement durable de manière concrète? La question que vous me posez, monsieur Udis, constitue même le cœur de mon mémoire, dans lequel j'ai montré comment est-ce que la manière par laquelle le droit camerounais concilie la protection de l'environnement et les objectifs de développement durable. Face à cette interrogation dont nous avons répondu, du moins j'ai répondu en présentant, du moins en montrant que cela se fait de manière contrastée. De manière contrastée, il était question non pour moi de montrer dans une première partie que cela se fait de manière implicite et dans une seconde partie que cela se fait de manière explicite. De manière implicite en fait, il était question non pour moi de montrer que cela n'est pas palpable. C'est-à-dire qu'il faut examiner les tests, les scrutins avec minutie pour voir cette conciliation-là. De ce fait, nous avons montré la conciliation à travers les normes juridiques de protection de l'environnement. Parmi ces normes juridiques de protection de l'environnement, nous avons montré les tests juridiques internationaux et également les tests juridiques nationaux qui concilient la protection de l'environnement. Alors, il fallait donc aller dans ces tests-là, chercher des dispositions, du moins ce scrutin avec minutie, les dispositions qui concilient cette protection de l'environnement et les objectifs de développement durable. Pour ce qui est des tests juridiques à vocation nationaux, ou du moins les tests internationaux, nous avons mis en exergue la Convention de Rio sur la biodiversité de 1992. Nous avons également touché du doigt la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui découlait en fait, plus ou moins ce qui découlait également du sommet de Rio de 1992. Nous sommes allés dans ces tests-là, nous avons scruté avec minutie les dispositions qui concilient la protection de l'environnement et les objectifs du développement durable, comme par exemple l'article 4 déjà de la Convention des Nations Unies, ou du moins de la Convention de Rio sur la biodiversité qui précise bien en ces termes que pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement. Alors, en plus de ces tests juridiques internationaux, nous avons également mis en exergue les tests juridiques nationaux. Et dans ces tests juridiques nationaux, nous avons essayé de toucher les tests juridiques nationaux à vocation générale et les tests juridiques nationaux à vocation spécifique. Pour ce qui est dans les tests juridiques à vocation nationale, nous avons mis en exergue à vocation générale, j'allais dire, les tests juridiques nationaux à vocation générale, nous avons mis en exergue la Constitution du Cameroun. Le 6 janvier 1996, qui dans son préambule déjà, précise ou du moins se dispose que consacre en fait le droit à un environnement sain. En plus de la Constitution comme test à vocation nationale à vocation générale, il y a également la loi cadre du 5 août 1996 qui, à son article 2, précise ceci. L'environnement constitue en République du Cameroun le patrimoine commun de l'humanité, qui fait donc partie intégrante du patrimoine universel. En plus de ces deux tests juridiques à vocation nationale, à vocation générale, nous avons touché du doigt les tests juridiques à vocation spécifique qui constituent, ou du moins qui concilient la protection de l'environnement et les objectifs de développement durable en droit camerounais. De ce fait, nous avons mis en exergue, ou du moins nous avons touché du doigt, la loi portant sur le régime de la forêt, de la faune et des pêches. La loi de 1994 portant sur le régime de la faune, de la flore et de la pêche au Cameroun. En plus de cela, nous avons touché le code pétrolier, également le code minier. Comme dans ces dispositions-là, nous avons sorti les dispositions, du moins sur les lois qui montrent à suffisance cette conciliation-là. En plus de ces tests, ou du moins de ces normes de protection de l'environnement, nous avons touché du doigt les principes de conciliation entre les principes en fait qui concilient la protection de l'environnement et les objectifs du développement durable. Comme le dit Michel Prieur, le droit de l'environnement est un droit de prédilection des principes. Alors, s'il est vrai que le droit de l'environnement est un droit de prédilection des principes, il n'en demeure pas moins vrai que tous les principes ne sont pas de nature à concilier la protection de l'environnement et les objectifs de développement durable en droit camerounais. Alors nous sommes donc partis dans les tests, notamment la loi cadre
du 7 août 1996 sur la protection de l'environnement, qui régit la protection de l'environnement au Cameroun, nous avons ressorti les principes de conciliation à vocation générale et les principes de conciliation à vocation spécifique. Pour ce qui est dans le principe de conciliation à vocation générale, nous avons mis en exergue les principes d'anticipation, tels que le principe de prévention, les principes de précaution. Le principe de prévention dans la mesure où il faut agir avec prévention. Les principes de précaution, par exemple, c'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures pour éviter la survenance d'un dommage. En plus de ces principes, nous avons touché les principes de responsabilité, tels que les principes pollueur-payeur et les principes d'intégration. Les principes d'intégration, parce qu'il faut donc de ce fait intégrer la protection de l'environnement dans les objectifs de développement. Alors, parlant de ces principes de responsabilité, il est donc question pour nous ici de montrer que si en droit civil, il est dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer, alors en droit environnemental, en droit de l'environnement, tout fait quelconque de l'homme qui cause à l'environnement un dommage, oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer. Alors, M. Idriss, c'est de cette manière-là que nous avons présenté les principes. Et en présentant les normes et principes de conciliation, nous avons également montré la conciliation explicite à travers les techniques de protection de l'environnement. Pourquoi explicite? Explicite parce qu'il s'agit des tests spécifiques, plus ou moins qui montrent cette conciliation. Pour ce qui est dans cette test spécifique, nous avons touché du doigt les techniques d'étude d'impact environnemental. C'est-à-dire que désormais, avant la réalisation de tout projet, il faut mesurer le risque, s'assurer que l'environnement est propice pour la réalisation du projet. En plus de l'étude d'impact environnemental, nous avons également mis en exergue les techniques de planification. Nous avons mis en exergue les techniques de planification globale et les techniques de planification sectorielle. À travers ces techniques de planification, nous avons donc montré, c'est en fait de manière concrète, de manière résumée, M. Idriss, chers auditeurs, chers téléspectateurs, la manière dont nous avons montré la conciliation entre la protection de l'environnement et les objectifs de développement durable en droit camerounais. D'accord, on va être sorti des textes juridiques pour aller dans les cas pratiques. Est-ce que vous pensez que dans la réalisation des projets, sur des grands projets au Cameroun, l'État prend en compte la protection de l'environnement ou bien le droit de l'environnement est exercé de manière effective au Cameroun? Monsieur Idriss, face à cette question, je vais utiliser un esprit beaucoup plus cartésien pour la répondre. Vous savez, Monsieur Idriss, au Cameroun, l'étude d'impact environnemental est théoriquement requise pour des projets qui peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement. Cependant, la mise en œuvre effective de cette exigence-là est souvent incomplète, j'allais dire inégale. Le Cameroun, vous allez voir, a mis en place un cadre réglementaire pour l'étude d'impact environnemental, notamment la loi du 5 août 1996 et je crois il y a un décret de 2001 sur l'étude d'impact environnemental. Malgré ce cadre normatif déjà en place, faut de constater que ce cadre réglementaire présente des limites, en fait, du moins des entorses liées à l'application de l'étude d'impact environnemental au Cameroun. Nous avons par exemple la corruption, le manque de transparence et même de participation publique dans le processus de l'étude d'impact environnemental. Nous avons par exemple vu les projets de construction par exemple du barrage Lyon-Panga, même le projet de l'autoroute, la construction de l'autoroute, il y a un de Douala, nous avons vu ensemble. Mais jusqu'ici, tenant à le rappeler qu'il y a quelques avancées pour améliorer l'application de l'étude d'impact environnemental au Cameroun, notamment la mise en place d'un système de gestion environnementale pour des projets publics. Cela a déjà été mis en place. Aussi des sensibilisations, des formations, même des acteurs concernés. Nous avons vu le ministre de l'Habitat et du Développement urbain sortir plusieurs fois faire des communiqués sur l'étude d'impact environnemental, sur des projets à risque, parce que avant la réalisation de tout projet, il faut de tout préalable mesurer le risque, parce que l'étude d'impact environnemental est au cœur du droit même au droit de l'environnement. Mais jusqu'ici, il faut constater que beaucoup déjà, dans le cadre de la construction de leur maison, d'une route, ou du moins d'une industrie, ne prennent pas en compte cela. Nous avons par exemple vu récemment une route qui s'est écroulée au Cameroun. Une route s'est écroulée, donc on se dit certainement qu'il n'y a pas eu au préalable une étude d'impact environnemental. Donc je pense que l'État camerounais fait déjà des efforts dans ce sens-là, les entreprises font des efforts dans ce sens-là. Mais
pour être véridique, beaucoup reste à faire. Parce que la population, les infrastructures, les organisations encore, des entreprises de construction ne prennent pas en compte côté impact environnemental. Est-ce que le droit camerounais a des mesures pour les obliger à s'aligner? Bien évidemment, monsieur Idriss, l'État camerounais a des mesures contraignantes pour assurer la prise en compte de l'étude d'impact environnemental dans la réalisation des projets. Nous avons par exemple des mesures administratives, c'est-à-dire que dans la construction par exemple de votre ouvrage, si vous ne respectez par exemple pas l'étude d'impact environnemental, vous allez certainement voir votre projet suspendu, ou du moins votre ouvrage suspendu. Nous avons également des mesures judiciaires telles que les actions en justice. Il y a une affaire récente en 2019, notamment l'affaire Mille Colbat 2019 qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Nous avons également la responsabilité civile même. Souvenez-vous, dans mes propos précédents, je disais ceci. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à l'environnement un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En plus de ces mesures-là, nous avons également des mesures de contrôle, par exemple les inspections environnementales. Au niveau local même, avec la décentralisation, on va voir que les communes déjà, et même les régions, collectivités territoriales décentralisées, et non circonscriptions administratives, ont même déjà des mesures à leur niveau contraignantes pour contraindre toute personne qui affreint ou du moins qui ne respecte pas cette étude d'impact environnemental. Voilà, vous parlez directement de futur. Comment est-ce que vous vous voyez d'ici quelques années? Quels sont vos projets d'ici 2, 3 ou 5 années? Mais attendez, monsieur Idriss, vous êtes sérieux là? Jusqu'à 5 ans? Non, d'ici peu, monsieur Idriss. J'aimerais avoir un impact très significatif sur la protection de l'environnement à l'échelle mondiale. Je souhaite même devenir leader dans le domaine du droit de l'environnement en travaillant avec des organisations internationales, des ONG qui travaillent sur des projets d'envergure internationale tels que la lutte contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité. Je cite ici ONU Environnement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la GIZ, la Doge, Gesell, SAP, Suzanne, Greenpeace, pour ne citer que ceux-ci. Je suis de ce fait ouvert au bénévolat, à des stages dans ces ONG et organisations internationales que je postule d'ailleurs dans le cadre du recrutement pour des stages parce que vraiment je souhaite allier la théorie à la pratique. Je pense de ce fait être un produit adéquat pour répondre à ces exigences, du moins pour travailler en bonne collaboration avec ces ONG-là et organisations internationales. Je suis d'ailleurs le fruit d'un partenariat entre la commune de Tchang et celle de Nantes en France dans le cadre du chantier de solidarité internationale sur le tri sélectif des déchets. Même si j'ai pas eu la chance de me rendre du côté de Nantes en France dans le cadre de la réciprocité. Mais jusqu'ici, je pense être proactif. Je suis très proactif d'ailleurs, pas que je pense. Je suis très proactif. J'ai le sens de l'initiative et je pense que le droit de l'environnement est un droit en chantier et nous allons faire partie certainement, avec l'aide de Dieu bien sûr, de ceux-là qui vont construire ce droit. Je vous remercie, monsieur Idriss. D'accord, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne chance et que votre rêve d'exercer dans l'univers de la protection de l'environnement se réalise, surtout aux côtés des experts dans les grandes organisations. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour sortir? Merci, monsieur Idriss, pour cette interview que vous m'avez accordée. Je ne saurais également sortir cette interview sans toutefois exprimer ma profonde gratitude au professeur Aliou Sali, au professeur Zankia, à l'ensemble des enseignants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tchang pour leur encadrement et pour la qualité de la formation fournie jusqu'ici. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, le droit de l'environnement est un droit présent et à venir. Il est même l'outil principal, voire primordial de protection de l'environnement. Vous savez pourquoi? Parce que seul le droit a un caractère contraignant. Le droit de l'environnement étant un droit en chantier, chacun de nous doit apporter sa contribution pour la construction de ce jeune droit, pour préserver les besoins, non seulement des générations présentes, mais également des générations futures. Je suis passionné par les questions de justice environnementale. Je suis convaincu que les expériences pratiques dans les organisations internationales et ou les ONG qui travaillent sur les questions de biodiversité, de changement climatique, sera un atout pour approfondir mes connaissances théoriques. Pour dire vrai, je suis à la quête effrénée des opportunités de stage dans ces organisations internationales, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale,
pour contribuer activement tout en développant mes compétences. Cette interview ne présente pas tous les contours du droit de l'environnement, mais nous restons ouverts pour toute consultation, pour toute question liée aux questions environnementales, de préférence par mail. Je vous remercie. Merci honorable. Bianca Tiofo, je rappelle que vous êtes étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université de Lyon. Vous allez d'ailleurs soutenir votre master de recherche en droit public. Et par ailleurs, vous êtes sénateur junior pour la première législature du Parlement des territoires du département de la Ménoire. Vous avez travaillé d'ailleurs dans le cadre de votre mémoire sur la conciliation entre la protection de l'environnement et les objectifs de développement durable en droit camerounais. On espère que ce travail va vous propulser au sommet de votre aventure dans le cadre de la protection de l'environnement sur le plan du droit camerounais. Merci de nous avoir accordé cette entrevue et à très bientôt. Je vous remercie.